Alors, avant de commencer, il y a quand même pas mal de monde, c'est flippant. Combien de personnes, là, à peu près, utilisent Angular quotidiennement, régulièrement? À peu près. Ok. Des très Angular. Il y en a beaucoup qui ont connu AngularJS. Wow, pas mal, ça va être cool ça. Combien il y en a qui aiment ce nouveau logo? C'est dommage. Donc bonjour à tous, merci d'être présents. Ce qui nous intéressait de vous présenter aujourd'hui, c'est en gros qu'est-ce qui se cache derrière ce logo. Il s'est passé beaucoup de choses dans l'écosystème Angular ces derniers temps, et ça nous intéressait de présenter un petit peu tout ça. Alors je me présente rapidement, je m'appelle David Morin, je travaille pour OnePoint, je suis développeur, architecte, voilà, je fais du web depuis 2008, à titre professionnel. Bonjour, je suis développeur aussi pour OnePoint et je m'occupe essentiellement d'applications Angular dans mon quotidien. On va aborder beaucoup de choses aujourd'hui. Évidemment, on ne peut pas condenser tout dans 2 heures parce que l'écosystème est extrêmement riche. On va partir sur des choses basiques pour comprendre en quoi ces évolutions, qu'est-ce que ces évolutions apportent. Et voilà. On m'entend ? Ah, c'est bon ? C'est bon. Ok. Et donc, quand Angular change de logo, ça fait pas semblant. Pour ceux qui ont connu AngularJS, vous avez vu que quand ils ont changé une première fois un logo, c'était carrément une autre application. Donc là, avec ce changement-là, on va voir est-ce que nous allons développer une autre application. Alors ouais, 12 ans déjà. Je me remémorais ça au début en écrivant la timeline. Et oui, ça fait 12 ans depuis AngularJS. AngularJS, ça a été une petite révolution quand il est sorti, quand même. Moi, avant, je faisais du backbone. C'était pas aussi bien, franchement. Même si je l'ai un petit peu apprécié. Et donc, quand même, ça a un petit peu révolutionné. Mais il y a une autre révolution qui a débarqué entre-temps et qui a forcé à réécrire, ou en tous les cas à repenser le framework avec la version qui est sortie en 2016. Alors ça a été une petite catastrophe au niveau communication cette affaire parce que ils auraient mieux fait de l'appeler autrement qu'Angular. C'était un autre framework, un tout nouveau framework qui ne reprenait certes des concepts d'AngularJS, mais en tous les cas rien en termes de conception. Quelque chose qui était radicalement différent. Et ça les a un petit peu desservis dans un premier temps. Mais ce qu'il y a d'appréciable avec ce nouveau framework, ce que j'ai moi apprécié pendant toutes ces années, c'est sa stabilité. On a eu régulièrement des mises à jour. Ils nous ont assuré justement de l'outillage et une documentation de très bonne qualité, je trouve, globalement, qui nous a permis de migrer nos applications progressivement et de monter en compétences. Donc quelques dates comme ça, en 2017, Material 5, donc la version Material Angular pour Angular 2 et plus. Et en 2018, on continue sur les améliorations, on a RxJS 6 qui est arrivé, les custom elements, voilà, il y a eu d'autres choses entre-temps. Dans la période, il y a SystemJS qui a quitté le navire, qui était l'ancien builder, qui a été remplacé par Webpack. En 2020, vraiment un petit tournant au niveau du framework, qui change encore le moteur de rendu. Il y avait déjà eu une modification qui avait été faite, mais là on passe sur Ivy, qui change quand même et améliore les choses vraiment drastiquement. On le verra sur la partie lazy loading. Et quand même une petite période de calme entre 2020 et 2022. On continue sur des petites évolutions, mais c'est assez timide. Et il y a eu un changement dans la gouvernance du framework avec plein de nouvelles personnes, donc de nouvelles idées, des nouvelles directions, et l'envie de moderniser ce framework qui pourrait en fait perdre de la communauté. En tous les cas, il a une communauté extrêmement large et ils veulent pérenniser ça dans le temps. Et cette accélération, elle se termine en 2023 avec florilège de nouveautés, Signal, Defer, ESBuild, bref, c'est vraiment énormément complété. Pour ma part, quand je choisis Angular, je qualifie ce framework comme pour sa rétrocompatibilité. C'est-à-dire que il est facile, quand on est dans Angular 8, suivant les dépendances, de pouvoir travailler sur un projet en Angular 8, dans Angular 10, en Angular 14, ce qui n'est pas le cas dans d'autres frameworks. On va parler aussi d'un framework assez complet.
Angular est très outillé, on n'est pas perdu de projet en projet. En général, quand on lit la doc, on utilise les outils et ça nous permet de nous repérer et c'est assez complet par rapport à des librairies. On va parler de verbeux. Tu veux dire expressif? Exactement. Souvent, quand on parle d'Angular, on dit que c'est un framework qui est extrêmement verbeux. On va qualifier les choses. C'est comme ça. On va aussi parler de modulaire. On va pouvoir, grâce à ce framework, fragmenter notre livrable. On va pouvoir créer des librairies avec des fragments JS qu'on va pouvoir importer. Et enfin, performant. Malgré beaucoup de choses, en utilisant l'outillage comme il faut, on arrive à des performances qui concurrencent totalement Vue, React, etc. Mais pas Quick. Alors, je vais vous parler de la documentation, parce que ce changement de logo, en fait, a amené une nouvelle documentation. Donc avant, on était sur VDS Angular.io, et maintenant, on est sur Angular.dev. Pour le moment, la nouvelle documentation, à mon sens, elle n'est pas encore sèche. Je me retrouve encore à chercher des éléments beaucoup plus pertinents dans l'ancienne documentation. Donc, si jamais vous switchez sur les nouveaux éléments, ou même des éléments encore existants, l'ancienne est encore plus pertinente à mon avis. On a vu ça il n'y a pas longtemps avec les custom elements, par exemple. La documentation est moins complète sur la nouvelle doc. Et sur plein d'autres choses. Je l'ai fait sur des pipes ou avec des descriptions que je connais pas par cœur et dans la nouvelle. Il faut espérer que ça range. Ça range. Donc voilà, c'est en cours. Je pense qu'elle est encore en progression, cette nouvelle documentation, espace documentaire. On a fait une petite application pour illustrer notre propos et ce qu'on vous présente. Une application qui reprend toutes ces fonctionnalités. C'est une application que je vais afficher. On a un petit serveur qui fait du SSE, qui pousse des événements de course avec des évolutions. Donc on va pouvoir lancer une course. On a une phase où on va pouvoir faire des paris. À la fin de la phase de paris, la course se lance automatiquement et le serveur va envoyer des informations concernant les coureurs, leur changement de comportement, etc. Et ça serait le but était vraiment d'illustrer la partie réactive de l'application. Donc, si je lance une nouvelle course, on voit ici la partie Race View sur laquelle on reviendra, avec un petit en-tête qui donne le statut de la course, un petit compte à rebours. Ici, la liste des joueurs, voilà, qui nous permet d'aller voir leurs fiches et leurs détails de statistiques. Leurs statistiques sont générées aléatoirement. Pendant ce temps, je peux faire des paris, dire que ça va être Johnny 5 qui va gagner, et allez, Megaman sera le dernier. La course se lance, je ne peux plus faire les paris. Les coureurs changent de comportement en fonction de leur niveau d'endurance et leur vitesse. Voilà, et on voit que finalement, je me suis totalement trompé. C'est Megaman qui gagne. Ok. Donc là-dessus, on a tout fait en Angular 18. On a utilisé vraiment toutes les fonctionnalités proposées. On n'a pas juste fait la migration, parce qu'il est très simple de migrer à un projet en Angular 18 sans utiliser, par exemple, le standalone. Donc, commençons par standalone. Donc, pour comprendre le standalone, on va partir du module. Quand on crée une application Angular, on part souvent de modules. Ce module, qu'est-ce qu'il contient? Il contient une déclaration et un export. C'est-à-dire qu'un module, ça va être un ensemble de fonctionnalités et chaque fois qu'on va créer un composant, on va le déclarer dans le module et c'est le module qui va porter le 1 ou n composants. Et on peut l'exporter si jamais ce composant est utilisé ailleurs. On va avoir les imports, c'est-à-dire que ce module va avoir besoin d'autres modules pour fonctionner quand il le souhaite. On va parler de common module, form, rectiform, que sais-je. On va parler de provider parce que ce module peut nécessiter des services. Donc on va provider des services, des schémas et autres. On ne va pas illustrer toutes les fonctionnalités, l'idée est là. Et on va parler de composants. Qu'est-ce que c'est un composant? On va avoir un sélecteur qui permet de l'utiliser dans la view, de le déclarer dans la view, template URL, style URL, si on veut mettre du CSS, change detect. On va en revenir un peu plus tard sur la stratégie de détection de changement qu'on peut modifier, l'encapsulation et autres. Okay. Et donc ce que va faire Standalone, en fait, on va peut-être, c'est un peu comme Trinque et Sangoten, ça va fusionner. En fait, je vais avoir des composants autonomes. Donc si on prend l'exemple là de cette fusion de modules et de composants, on va enlever la déclaration. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va déclarer un
composant standalone et qu'on le met à true, en fait, on n'a plus besoin de le déclarer et de l'exporter puisqu'il est autonome. Ce composant, il va avoir les imports parce qu'il peut nécessiter d'autres modules et voire des composants, puisqu'à partir du moment où j'importe mon composant n'est plus porté par un module, je peux importer des composants directement, standalone. On retrouve les providers, le composant peut nécessiter des services et autres. Il y a beaucoup de choses dans le module qui peuvent être appliquées au niveau du composant. Et maintenant, dans Selector, en fait, toutes les fonctionnalités du composant sont disponibles au niveau du composant standalone. Donc on va parler de Selector, de template URL, style URL, stratégie de détection de changement, encapsulation, etc. Donc comment ça se fait? Grâce au décorateur component, en fait, on va retrouver le Selector. Ici, j'ai ma propriété standalone qui est à true, qui me permet de déclarer que mon composant est standalone. Ici, dans les imports, je peux importer des modules et des composants standalone. Et je peux utiliser template URL ou des détections de changement et autres. Alors, c'est bien tout ça, mais je pense que pas mal de personnes se demandent simplement, est-ce que c'est mieux? Qu'est-ce que ça nous apporte, en fait, en vrai? En fait, quand on va parler de standalone et quand on va faire cette fusion entre les deux, on va simplifier. On va simplifier les choses. C'est-à-dire que c'est quelque chose que la communauté a demandé depuis X années, et donc on va simplifier en réunissant les deux. Et derrière, ça permet maintenant de voir d'autres options, qu'on verra plus tard, avec notamment le differ, etc. Mais c'est pas tout. Il y a aussi le bootstrap d'application qui change. Oui, alors effectivement, dans le Bootstrap, il y a quelque chose d'intéressant parce que, bon, comme tu l'as dit, c'est juste, on enlève un fichier, c'est pas non plus une révolution. En tous les cas, moi, j'ai pas senti ça comme une révolution, honnêtement. Par contre, petit changement sur le Bootstrap, où c'était le module racine qui portait le Bootstrap de votre application. Vous avez la section Bootstrap où vous mettez le composant racine, et c'était ce composant qui était démarré en fait, qui était au moment où on a l'invocation de Bootstrap dans le main, c'est ce composant qui est ciblé et qui est exécuté. Du coup, c'est simplifiable avec le standalone et ils fournissent une autre méthode Bootstrap application plus simple parce que on va déclarer un peu moins de choses, on va écrire moins de fichiers, mais surtout on va pouvoir avoir vraiment une séparation entre la partie, ce qui concerne les imports, ce dont mon application a besoin avec ses imports, et la partie configuration pure, avec la partie app-config. Et dans cette partie app-config, ce qui est assez intéressant, enfin moi je trouvais que ça avait de la valeur par contre, c'est la partie provider. Ils vous fournissent des recettes avec la capacité de venir déclarer directement vos routes ici, plutôt de passer par un module de routing qui est importé par votre module applicatif, etc. etc. Bien directement des recettes qui vous permettent de déclarer vos routes à partir de cet emplacement-là. Ce qu'il y a d'intéressant sur ces providers, c'est que ils sont qualifiés de env provider. Il y a un type qui est dédié à ça. Et ce que ça vous offre, c'est que ça vous offre la possibilité de ne plus vous tromper et de déclarer deux services sur deux injecteurs de dépendance séparés dans votre application. Pour revenir sur cette histoire d'injection de dépendance, l'injecteur de dépendance d'Angular, il est hiérarchique. Vous avez un route injecteur qui va être créé avec votre application de base, ça a toujours été comme ça. Et dans certaines phases, quand vous allez par exemple déclarer des services directement sur un composant ou si vous faites du lazy loading de route, vous allez avoir la création d'un child injector. C'est un injecteur qui va hériter de tout ce que le route injector a, mais il peut redéclarer ses services. Et si vous faites l'erreur de déclarer votre HTTP service sur un child injector et que vous aviez des intercepteurs sur le route, mais pas déclarés sur le child, forcément, ça ne marche pas de façon ISO. Et ça nous est déjà arrivé sur plusieurs projets. Avec ce verrou, en fait, de type, vous ne pouvez plus vous tromper, vous allez injecter ça uniquement à la racine et une seule fois. Et ça, je pense que c'est une vraie valeur ajoutée. Oui, quand on arrive à avoir des instances différentes au niveau des providers, c'est souvent chiant à débugger. Pardon. C'est embêtant. Ok. Maintenant, on a vu qu'il y avait cette modification, mais Angular va nous apporter une schématique qui va nous permettre de, on va dire, migrer vers les standalone composants. Donc en fait, grâce à ngGenerate angular-core.schematic, on va pouvoir configurer notre application et pouvoir la passer en standalone grâce à cette commande.
Eh bien, on va voir. Hein. En général, quand je... Hop là. Pourquoi G? Generate. Hop, Angular. C'est 2.core. Je m'en souviens plus. Core. Ouais, c'est encore. Ok. Donc en fait, là dans cette application, pratiquement tout est en standalone, sauf 2 éléments. Pour gagner, on va pas tout montrer, toute la migration. Et donc là, quand je vais utiliser cette schématique, je vais avoir plusieurs options. Si on fait help, on peut avoir d'autres options pour trouver le chemin directement. Mais si on le fait à la racine, on va nous demander plusieurs choses. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut le faire que sur tous les composants, les modules, etc. Donc, on va être assez bourrin. On va mettre sur tout. Et donc là, on va pouvoir affiner notre migration. C'est-à-dire que si par exemple on a des applications volumineuses, on va vouloir contrôler ces migrations et donc on peut cibler le module ou l'ensemble de modules qui permet de migrer. Mais si on appuie sur Entrée directement, on migre tout, on est bourrin. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre tout ce qui existe avec point module, grâce à une regex, il va identifier et modifier les choses, et donc migrer les choses naturellement. Donc là, si on regarde, qu'est-ce que ça donne? J'ai eu quelques modifications, comme vous voyez dans l'update. On va avoir 2 modifications. Donc on a passé 2 éléments, comme je les ai déclarés. Donc si on va dans Feature, hop, et qu'on va dans Robot, hop, Detail. Ici, on va voir que notre composant... Ah voilà, c'est mieux. Tout le monde voit? On voit qu'en fait, Angular a fait en sorte, enfin ce schématique a fait en sorte que notre composant soit standalone parce qu'il a déclaré à true. Okay. Le problème, c'est que d'expérience, en fait, tout ne se fait pas tout seul. Donc, à chaque fois que j'ai voulu faire cette schématique sur un ensemble de modules ou un module, j'ai dû faire des choses à la main. Parce que par exemple, comme vous voyez, même avec la commande schématique, en fait, j'ai toujours le module qui est créé. Donc, ça, c'est incomplet encore. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais détruire ce module-là. Parce que j'aime bien voir dans ma console ce qui ne va pas. Et voir ce qu'il en est. Et donc là, on peut voir que ce module, il a été importé au niveau de ma route. Ici. Hop là. Ici. Et que la référence, ce n'est plus, comment dire, un module. Là, ce que vous voyez, c'est que j'ai fait un lazy load de 2 modules. Et vu que le module n'existe plus et qu'on est dans un standalone, on va avoir une autre stratégie. Et donc, cette stratégie, c'est qu'en fait, nous n'allons plus utiliser le robot detail routine module, parce que ça encore, c'est un module. Nous allons le renommer. Hop. Ici, on va l'appeler detail route. Parce qu'en fait, là, je ne vais plus exporter une classe, je vais exporter une configuration de route. Donc, c'est-à-dire que là, hop là, c'est mieux quand j'ai pas les doigts palmés. Donc là, je vais exporter un ensemble de routes et mon parent qui va déclarer la route. Je n'ai plus besoin d'utiliser le module. En fait, je vais directement pointer dans la route. Et donc là, avec le zen, je vais plus utiliser le zen, je vais utiliser la route. Donc ça, quand on va faire une migration, ça ne se fait pas automatiquement grâce à la schématique. On est obligé de faire à la main les choses. Et donc là, après ça, ça marche. L'autre module, c'est la même logique. C'est-à-dire que le module n'est pas détruit parce qu'il y a des choses qui sont importées. Donc il va falloir à chaque fois le faire à la main. Donc le faire bourrin sur une application comme ça, enfin, moi je le conseille pas. Mais tu conseilles ou pas de migrer son application dans les standalone? Oui, pardon. En fait, c'est sur ça qu'Angular va partir. Donc on va baser forcément sur des standalone et on va voir notamment avec les nouvelles fonctionnalités que Angular a basé ses nouveaux updates et ses mises à jour sur le standalone. Donc je conseille de le faire, de faire la migration et de contrôler sa migration parce qu'il va falloir faire beaucoup de choses à la main, malgré ce que la schématique va nous apporter. La schématique met juste un standalone true et derrière, il va falloir faire les choses. Ok ? Et pareil pour le bootstrap application, il faut le faire à la main. C'est pas automatique. Voilà.
Après les standalone, on va parler de la partie control flow. Donc ça, c'est encore un gros changement. Pas si impactant, mais quand même, en fait, pour eux, c'est un gros changement quand même, cet aspect-là. Quand on parle control flow ici, je parle spécifiquement de l'exécution des instructions dans le template et de leur orchestration. Ce que j'ai illustré ici par ngIf versus if. Alors pour parler de control flow, on va d'abord parler de l'existant, à savoir les directives structurelles. Les directives structurelles, c'est un type de directive spécifique. En gros, c'est simplement une directive qui va s'injecter une référence de template. On a cette petite notation courte, qui est appelée d'ailleurs microsyntaxe, qui en fait symbolise la capture du fragment de template HTML sur lequel la directive a été posée. Et la directive va après opérer des choses sur ce fragment. Dans le cas de ngIf, ici, on a une expression, ça nous permettra de comparer avec les nouvelles, on retrouve un observable, un pipe et le pipe async derrière. On récupère la liste de nos messages et on dit que si je n'ai pas de message, à ce moment-là, j'affiche noMessage, qui est une variable de référence de template que l'on retrouve ici dessous avec la balise ngTemplate et le noMessage. Autre exemple, le ngFor. Même principe, j'ai ma microsyntaxe. Ah, une petite différence, l'autre je l'avais passé sur un ngContainer et là je l'ai placé directement sur un P. Particularité de la directive structurelle, on ne peut mettre qu'une seule directive structurelle par nœud. Et le ngContainer nous permet comme ça de venir en positionner les unes derrière les autres sans venir perturber le DOM. Même principe, donc, la microsyntaxe, on capture le template et l'expression derrière du ngFor pour le travail sur le bout de template. On récupère la liste des messages et on va instancier une variable message qui sera utilisable dans le contexte de mon template. Là, à droite, on a le track-by qui n'a pas toujours été là, qui a été ajouté après, et qui permet de définir, d'aider en tous les cas, de donner un indice à ngFor pour lui dire chaque itération est identifiée par tel élément. Donc la fonction de track-by prend en paramètre le message et nous permet par exemple de lui dire que ce serait message.id. Hyper important, en vrai, parce que ça va lui permettre de définir s'il y a eu des changements dans l'ordre de ma collection et avoir moins de phases de rendu, de re-rendu mon DOM. La syntaxe plus longue, je parlais de microsyntaxe, la vraie syntaxe, c'est celle-là. Une balise ngTemplate avec ma directive sur laquelle je viens binder mon expression et une espèce de bidouille qui nous permet de déclarer nos variables à droite. C'est génial. Alors pourquoi changer en fait, c'est un petit peu lié à la syntaxe. Comme vous avez pu voir, c'est relativement complexe à appréhender. Vous n'avez jamais fait d'Angular de votre vie, vous arrivez là-dessus. Ça fait quand même beaucoup de concepts à appréhender sur le framework. Les directives structurelles, c'est pas forcément un truc évident à appréhender au début. Et ça fait quand même une marche pour rentrer dedans. C'est une demande qui traîne quand même depuis un moment. Il y a une référence, je vous partage la RFC que vous pourrez aller voir. Et ils se sont dit en fait le pourquoi maintenant, pourquoi changer ça maintenant. Bien simplement parce que, avec l'arrivée de Signal, ils ont beaucoup de travail sur les primitives du framework. Et quitte à retravailler sur les primitives du framework, autant adresser des choses qui sont demandées depuis longtemps, comme par exemple changer le control flow. Et voilà la nouvelle syntaxe. Et même moi qui suis un vieux réac, j'avoue que je la trouve agréable. React. Alors, un des impératifs dans leur écriture, c'était de conserver une syntaxe relativement proche pour les expressions, pour simplifier les migrations. On va retrouver ce petit arrobas, qui est le nouveau venu des syntaxes de template dans Angular. Et après, c'est extrêmement facile à lire. On voit tout ça, ça fait très JavaScript. Et notre expression qu'on retrouve sans le let, cette fois, pour le for notamment. Et le asMessages qui n'a pas changé. La boucle, la même chose. Petite nouveauté.
Ouais, on va avoir le tract qui est maintenant obligatoire. Donc pour ceux qui viennent du monde React, où c'est obligatoire au niveau de la réconciliation, on va parler de performance comme il a stipulé. Maintenant, Angular rend obligatoire chaque fois qu'on va faire une boucle, on va mettre une référence. Alors, moi je conseille de le faire sur un ID ou sur un nom propre, parce qu'on peut le faire directement sur un objet. Mais et comme il a dit, quand on va changer un élément de notre boucle, en fait, grâce à ce tract, on va gagner en performance. Et c'est plus optionnel. Alors un autre exemple, on va retourner dans notre application. Hop, je vais réduire ça. Si je vais voir ma raise view, la petite partie avec l'entête, etc., on voit un exemple de code de l'application et effectivement, c'est beaucoup plus lisible qu'avant. On va retrouver ici une condition sur la présence d'une course, l'affichage de l'entête, un switch que je n'avais pas présenté dans l'exemple de code, qui va nous permettre d'afficher différentes sections en fonction d'un état. Pas de capacité, par contre, toujours pas de capacité de venir associer des cas entre eux. Comme vous feriez un switch case, vous associeriez plusieurs cas d'affilée pour avoir un seul résultat. Ça, malheureusement, ce n'est toujours pas pris en charge. Je ne sais pas si, d'ailleurs, ça le sera un jour. Alors la question de la migration, parce que c'est très différent, ça représente quand même pas mal de code. J'imagine que vous avez plusieurs applications, que ce n'est pas forcément des petites applications. Donc ça peut demander beaucoup de travail. Et à la main, moi personnellement, je vous le dis de suite, je ne le change pas. Heureusement, on a également un schematic qui a été mis à disposition de migration, que je vais vous montrer, et qui, pour le coup, marche plutôt pas mal. Il n'est pas parfait, mais il marche plutôt pas mal. Alors si je prends mon petit exemple de migration, parce que tout est déjà en contrôle flow dans l'application, et que je vais voir ici l'exemple avec les directives. Hop. On va réduire ça d'abord. Donc on retrouve le ngIf, mon ngFor, mes templates, etc. OK. Donc maintenant, en utilisant la schematics dédiée dans la CLI, il a encore npx ng generate de Angular core contrôle. Ah, je me rappelle plus. Eh ben, c'est pas grave. Je vais faire un help avec le début. Et truc intéressant, à savoir, c'est que les schematics, quand vous les invoquez, ils vous trouvent en fait tout ce qui est approchant. C'est plutôt confortable. Donc, si vous vous rappelez pas, vous avez avec l'aide tout ce qu'il vous faut pour les retrouver facilement. Et donc, dans le control flow, donc, on a control flow qui nous intéresse, il faut que je précise au moins là-dessus. Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans control flow en paramètres? On va surtout s'intéresser à ceux qui sont dessous, les autres, c'est ce qu'on retrouve sur toutes les schematics. On va retrouver le force qui permet donc de lancer l'écrasement des fichiers, le fait d'appliquer, le format, le yes en fait, le format, je vais y revenir, mais en gros, c'est vous demandez au schématique, est-ce que post-remplacement de ma syntaxe, est-ce que je vais formater ou pas le template? On va voir que il vaut mieux l'utiliser quand même. Et le chemin sur lequel on souhaite l'appliquer. Et ça, c'est très très bien, parce que si à partir de ça, on peut pouvoir de façon très précise dire ce qu'on souhaite migrer dans mon application. Et donc, si je lui dis spécifiquement ce répertoire, et je vais faire un -d avec un dry run de façon à ce qu'il me donne juste la proposition et un exemple, là, je vais dire oui. Hop, il me dit qu'il a trouvé un template, je vais zoomer un petit peu, ici, src app, exemple control flow, directive TS. Si je l'avais lancé à la racine, il m'aurait éventuellement trouvé d'autres directives structurelles à migrer. Et comme ça, vous allez pouvoir appliquer au fil de haut votre migration, ce qui est plutôt pas mal. Hop, je vais enlever le dry run pour montrer l'exemple. On va faire un yes, et hop, et on voit qu'il m'a tout formaté. Alors, il a remplacé et il a formaté également mon template. Si j'avais omis le formatage, je me serais retrouvé avec des trucs comme ça, un petit peu cassés. Alors, utilisez le format, même si malheureusement,
il a un effet de bord, c'est que toutes les lignes qui ne sont pas concernées par vos directives, qui ne sont pas migrées, eh bien, si vous aviez des indentations qui étaient pourries, il va vous les corriger au passage. Alors, plutôt pas mal. Par contre, sur une très grosse application, là je l'ai fait sur une application assez importante, eh bien, ça vous fait quand même beaucoup de code à revoir. D'où l'intérêt de le faire chemin par chemin. Les deux cohabitent très bien. Vous pouvez comme ça migrer progressivement votre application. Alors, est-ce que c'est la fin des directives structurelles, Florian? Et donc, en fait, non. Les directives structurelles sont toujours utiles. Si par exemple vous utilisez Angular Material, vous connaissez ce pattern-là qui va faire une référence sur un template ref, et donc en fait c'est toujours utile. Et si jamais vous voulez faire vos propres directives, bah, vous serez obligé d'utiliser les anciennes syntaxes. Donc pour le moment c'est en work in progress, on va voir comment ça va faire, mais pour tout ce qui est custom et pour tout ce qui est dépendance comme un matériel, en fait, ça va pas migrer, ça va pas changer les choses. Alors là, on va aborder celui que je préfère dans les nouveaux venus. C'est mon coup de cœur. Le differ. Alors, on va parler du problème d'abord. Nos applications, elles sont grosses, peut-être trop, en fait. J'ai illustré, j'ai un peu tiré le trait, j'ai repris l'illustration de notre module, hein, vous l'avez reconnu, mais c'est vrai, et vous pouvez remplacer Angular par n'importe quoi à droite, c'est vrai, ça reste vrai. C'est pas comme le Queen Amman, là il y a un problème de poids. Tu passes trop de temps en Bretagne. Donc avec nos applications qui grossissent, avec tout ce code qu'on n'arrête pas d'ajouter à l'intérieur, on se retrouve avec des applications qui sont de plus en plus importantes à charger sur le navigateur, à parser au démarrage, ce qui dégrade un peu l'expérience utilisateur. Et la meilleure façon qu'on a trouvée pour adresser ça, c'est de découper. De découper, comme souvent en informatique, on découpe. Là, on va faire des fragments de notre application, on va différer des chargements de parties de notre application en fonction des interactions, en fonction de la navigation de l'utilisateur. Et ces stratégies qu'on appelle lazy loading, il y en a dans le framework depuis un moment déjà. Et historiquement, on va parler de la partie lazy loading root, qui était le premier, hein, avec en haut l'ancienne syntaxe, version 5, 6, je ne sais plus exactement, qui a été remplacée par la syntaxe dessous, qui était déjà un petit peu plus naturelle. Et là, on va voir sur la syntaxe qui arrive, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lazy loader un composant directement. C'est-à-dire que là, je vous ai montré comment on pouvait faire du lazy loading en appelant un fichier root qui, lui, derrière, va importer des composants. Là, on peut directement faire un import de la référence du composant et, grâce à une promise, en fait, faire référence au composant et ça va construire le fragment JavaScript lors du livrable. Alors, le lazy loading de composants, c'était déjà possible avant. Cette syntaxe-là, c'est vraiment depuis Ivy que c'est possible, en fait, où ils ont énormément simplifié le principe. Avant Ivy, c'était possible, mais il fallait beaucoup bricoler. Trop. Une autre façon de fragmenter nos applications, je le glisse comme ça, je vous invite à aller suivre ce lien et à aller lire le blog et globalement regarder la partie, tout ce qui est module fédération et plus récemment native fédération de Manfred Steyer. C'est vraiment extrêmement bon, je vous invite à aller voir. Et Differ nous simplifie encore les choses, mais vraiment énormément. On va avoir un nouveau bloc ici, @differ, qu'on va pouvoir mettre autour de nos composants. Et à partir du moment où nos composants sont standalone et qu'ils n'ont pas été déclarés ailleurs dans l'application, on a pour gratuit un fragment qui est fait par le builder. On n'a rien d'autre à faire. Et ça, c'est génial. Donc vous avez une application qui grossit, vous voulez faire un petit peu d'optimisation, vous collez le bloc Differ au bon endroit et c'est fini. Ça, c'est chouette. Donc là, mon gros composant, il sera chargé uniquement quand j'aurai une liste remplie. C'est un exemple. Hein. On peut définir un placeholder qui va s'afficher pendant un temps minimum pour éviter le clignotement. Bon, on n'est pas obligé de mettre le minimum, mais c'est mieux quand même dans ce cas-là, avec un contenu par défaut quelconque.
Une gestion d'erreur. Alors, attention, ce n'est pas l'erreur du chargement de votre fragment, mais c'est vraiment l'erreur de l'instanciation du composant, en cas où il y a un problème. Et la dernière, qui vient compléter le placeholder et qui va venir s'afficher si jamais le chargement du fragment est trop long. Passé un certain délai, c'est le after. Si on n'a toujours pas récupéré le fragment, on va avoir le message de chargement et on peut lui définir une durée minimum d'affichage, ce qui évite, pareil, les clignotements. Et alors le defer, on va pouvoir le déclencher de plein de façons différentes. On a vu le when sur la liste. On va avoir le onIdle qui va permettre de s'appuyer sur l'état d'activité du navigateur. Le onInteraction qui prend tout ce qui est clic ou interaction au clavier. Le onOver au survol de l'élément. Le onViewPort, que je trouve extrêmement intéressant, qui va vous permettre de se baser sur l'intersection observer. L'intersection observer, c'est ce qui vous permet de savoir que vous êtes rentré, en fait, que l'écran visible est rentré dans la zone. Et ça, vous allez pouvoir vous appuyer dessus pour charger ou différer le chargement d'un fragment à ce moment-là. Le timer, avec un petit chrono. Le onImmediate. C'est une énigme. Et le prefetch qui vous permet de définir la condition de préchargement de votre composant. L'avantage, c'est que ces triggers peuvent être cumulés. C'est-à-dire que je peux cumuler un onIdle, un onImmediate dans un seul differ pour pouvoir cumuler les conditions. Bon, ça sert à rien là, mais je vois pas l'intérêt encore. Mais par exemple, si on a un when ou un prefetch, on peut trouver quelque chose d'assez intéressant. Ou un viewport. En vrai, ça donne quoi? Je pense qu'une petite démonstration sera mieux qu'un long discours. Hop. Un petit exemple ici rapide avec ce qu'on a vu avec mon onDiffer, mon prefetch over, c'est-à-dire le fait que quand je vais interagir avec mon élément, je vais l'afficher et je vais précharger au moment où je survole. Un placeholder avec un message par défaut, un message d'erreur et un loading. Hop, et on va jouer un petit peu avec la console de mon navigateur et les conditions réseau pour pouvoir voir ça ensemble. Hop. Donc, je vais zoomer un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est bon? OK. On va aller sur la partie Up, Differ. Et je vais recharger parce que j'ai déjà survolé. Donc, j'ai un huge component. Et au moment où je vais survoler, bam, ça déclenche mon prefetch. Le fameux fragment qui a été récupéré. Et au clic, j'ai bien mon autre huge qui s'affiche. Donc, très bien, ça marche plutôt pas mal. Par contre, vous avez vu qu'on n'a eu pas de temps de chargement. On n'a pas eu de logo de chargement. Ce que j'ai illustré avec l'histoire du temps, c'est que, hop, je vais rafraîchir pour recharger mon état de la page. Je vais mettre une imitation. Je vais mettre en 3G lente. Et ici, quand je vais survoler, hop, vous voyez, ça met plus de temps. Je clique. Et comme j'ai interagi avec l'élément avant que le chargement soit fait, j'ai eu mon logo de chargement qui s'est affiché. Donc vous ne l'aurez pas, en fait, si c'est rapide, si vous avez une interaction, si la définition que vous avez fait au début est plus rapide que le chargement de votre fragment. On n'a pas vu le message d'erreur. Et pour le message d'erreur, on va faire la même chose. Hop, je vais rafraîchir rapidement. Oh, il faudrait peut-être que je me remette sans limitation parce que c'est vraiment très lent en 3G. C'était une très grosse application, en fait. Hop, je vais me mettre hors connexion. Et à ce moment-là, ah, j'ai survolé, vous avez vu, j'ai une 404, mais ça n'a pas évolué ici. Et quand je vais cliquer, j'ai effectivement Component Creation Error. Il n'y a pas d'erreur tant que je n'ai pas interagi. Ce n'est pas l'erreur de chargement de mon fragment qui provoque l'erreur. Alors, c'est chouette. Et qu'est-ce que ça nous coûterait pour de vrai de faire de l'optimisation sur notre application comme ça, si on la prenait? Si on revient sur la partie race, là, voilà, il y a quelqu'un qui s'amusait à mettre des feux d'artifice sur cet écran de résultat, ce qui peut prendre relativement du temps. Waouh. T'aimes ça un petit peu? Donc, hop, je vais mettre dans ma race view et j'aimerais bien différer ici mon race result. Alors, je commence à l'écrire comme ça. Je vais rajouter mon bloc differ, je vais mettre mon appraise ici. Je vais zoomer un petit peu parce que je crois que c'est un peu petit. N'hésitez pas, je vous regarde et si c'est pas assez grand. Et je vais lui dire, par exemple, je veux que ça soit quand mon race state
va être égal à raceState. Je vais prendre mon état et je vais lui dire que je veux l'afficher quand elle est finie. Ça me semble plutôt pas mal. Et je vais dire que je veux prefetch when, et je vais lui dire race.state, et je vais lui dire que, tiens, je veux un raceState. Une progress, ça m'a l'air pas mal. Alors comme ça, on pourrait se dire naïvement, ça va marcher. En fait, non, ça marchera pas. Ça va pas marcher, ou pas comme je le veux. Parce que comme je l'ai mis dans une partie du control flow qui va faire que ce bloc n'existe pas, tant que ça c'est pas vrai, mon prefetch, il sert à rien, en fait. Ça va directement, il va directement dire, ah ouais, mais non, elle est finie la course, donc c'est cool, je peux télécharger, je peux l'afficher. Donc là, dans ce cas, effectivement, il faut que je sorte mon differ de la partie switch case. Hop, je vais le mettre là, c'est très bien. Tac, et du coup, mon case ne me sert plus du tout à rien. Donc là, quand la course va démarrer, en fait, elle va courir, on va charger le fragment, et ça va s'afficher à la fin. Et je vous ai pas menti, le race result, j'ai un nouveau fragment, et c'est pour gratuit. Donc je viens de sortir 13 kg de mon application, comme ça, avec peu d'efforts. Et donc, qu'est-ce que ça change après concrètement pour ma course? Je vais faire une course rapide, hop, pour le faire. On va ouvrir le panneau JS. Alors, la course est rapide, mais eux, ils courent pas très très vite. Et lui, il est déjà cramé, en plus, il a cramé toute son endurance, dommage. Et je crois que, hop, je n'ai pas vu le fragment. Parce que, en fait, j'avais déjà rechargé la page. Mais effectivement, il a été chargé, il a été prefetch. Voilà pour l'explication du prefetch. Hop. Et on va passer au signal. Ouais. Signal. Quand on parle de signal, il faut qu'on revienne à mon sens, il faut qu'on parle de Zone.js. Qu'est-ce que c'est que Zone.js? En fait, ça va planifier la détection de changement de nos applications Angular. Donc, c'est-à-dire que j'ai un événement. Là, j'ai une application qui a des composants enfants et des sous-enfants et des sous-sous-enfants. Et je m'arrête là. L'idée, c'est que c'est là. Nous sommes dans une SPA, donc avec une application avec pas mal d'enfants. Imaginons, j'ai dans Shell 2 un événement qui va être déclenché. Et que cet élément va avoir un effet de bord que sur le composant subchild2. Okay. Ce que va faire Zone.js, il va détecter l'événement dans subchild2 et il dit « Ah, je ne sais pas où ça va impacter ». Donc ce que je vais faire, c'est que dans ma zone, ce qu'on considère la zone, donc tous les enfants, je vais faire un detect changes. Je vais dire, il y a eu un événement dans notre zone, est-ce qu'il y a quelque chose qui a évolué? Et ça, quand on fait des grosses applications Angular, ça a un coût. Donc là, si on prend cet exemple-là, avec Zone.js, je vais appliquer le détection de changement sur les deux enfants, et je vais appliquer les détections de changement sur les sous-sous-enfants. Et ça continue jusqu'en bas. Donc avec une petite stratégie de detect changes on push, on peut couper ça. Ça demande un peu d'huile de coude, mais c'est ça l'idée. Avec signal, chaque fois qu'on va déclarer un signal, il va émettre un changement qu'auprès des composants qui le consomment. Donc si on reprend notre idée, on va avoir des changements. Et signal, si on parle de RFC qui a fait du bruit, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'avec la nouvelle gouvernance, ils ont posé la question à la communauté Angular, qu'est-ce que Signal va apporter? Alors moi, je l'ai vécu un petit peu... En live même. En live, cette partie-là. Moi, ça m'a vraiment fait peur. Hein, ça m'a vraiment fait peur parce que c'est un changement extrêmement profond de paradigme. Hein. Voilà, j'imagine que vous anticipez peut-être les choses aussi. Et donc, ça va demander beaucoup d'efforts de modification sur nos applications pour pouvoir les passer sur ce mode-là. Alors, il y a eu de gros débats là-dessus, hein, mais pourquoi faire du signal? Pourquoi on se baserait pas sur RxJS uniquement, hein. Ils ont apporté quand même quelques réponses entre-temps. Moi, j'ai été très déçu lors du live quand j'ai posé la question et qu'ils m'ont répondu, on ne sait pas. Si vous voulez des questions dérangeantes lors d'un live de la communauté Core Angular, c'est lui.
Et donc finalement, les dernières réponses qu'ils ont données, moi, elles me vont globalement. On va revenir après dessus sur la partie zoneless, mais effectivement, c'est plus encourageant. C'est ça. Donc, on va prendre notre exemple de tout à l'heure avec Zone.js. Ici, nous avons une app. Nous reprenons encore un événement au niveau de Child 2. Et en fait, l'impact, il va être que sur Child 2 et le changement ne s'applique que sur ça. On a vraiment une détection extrêmement fine. Donc, ça va impacter énormément ça va améliorer énormément les performances et nos CPU vont moins quand on va avoir des applications Angular qui tournent et qui ont beaucoup de détection de changement. Donc dans Signal, on va parler de deux types de signaux. On va parler de Signal Writable, qui s'appelle Signal. Donc là, si on prend une application, enfin une déclaration standard, ici j'ai count, qui est de type Signal Writable, avec l'effet diamant en nombre, et derrière, je mets égal à Signal. Je dois forcément avoir une valeur par défaut, et c'est comme ça que je crée mon signal, qui peut être modifiable. Et donc, je vous ai parlé de consommation. Comment on va consommer ce signal au niveau de notre view? C'est une fonction. Donc, à ne pas confondre avec les méthodes qu'on va appliquer dans la view. Là, c'est une fonction qui va être exécutée au niveau de notre view, template. Et le deuxième type de signaux, on va parler de signaux read-only. Donc, on va pouvoir le computed et l'effect. Donc, le computed, qu'est-ce que c'est? Si on reprend notre exemple, ici, j'ai un count, qui est un signal de type nombre de 0. Et mon computed, en fait, c'est une arrow function. On voit qu'on a changé le type. Et là-dedans, en fait, il va se baser sur le signal sur lequel il va écouter. Donc, ça veut dire que le double count va réagir chaque fois que le signal count est modifié. Et pour le consommer, c'est comme un signal normal, c'est une méthode, on le met là-dedans. Troisième type, l'effect. L'effect est différent. Donc si on reprend encore le count, ici dans mon constructeur, j'ai créé un effect avec un console log à l'intérieur. Waouh, super. Ça fait rien, mais c'est pour l'idée. C'est-à-dire que là, j'ai déclaré un effect dans mon constructeur qui va être exécuté déjà à la lignée de mon composant. Il faut faire attention à ça. Et derrière, il va se déclencher qu'à partir du moment où le signal qui est dedans va réagir. OK? Donc là, chaque fois que mon count va réagir, en fait, je vais faire un console log. Mais on va coder. On va coder, on va voir ce que ça donne en vrai, en manipulant des signaux, et on va voir comment on va jouer avec ces trois signaux. Parce qu'il y a des options qui sont un peu rigolotes. Hop, excusez-moi. Je vais y arriver. Voilà. OK. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Ici à gauche, j'ai des signaux. Donc le count, j'ai le count normal. J'ai le computed qui s'appelle double count. Et à droite, j'ai fait la même chose au niveau avec des observables pour la forme. Là-dessus, en fait, j'ai un incrément. Donc l'incrément, en fait, il va augmenter notre count de 1. Et derrière, il va modifier le double count de x2. C'est son truc. Et décrément et un reset. Hop là, je vais montrer le reset. Oh, ça marche. OK. Qu'est-ce que ça donne au niveau code? C'est assez simple. C'est un exemple assez basique. Hop. OK. Je pense que tu peux zoomer. Ouais. OK. Donc on retrouve notre count qui est déclaré en writable signal et qui va émettre. Derrière, au niveau de notre view, comme c'est une méthode, on va pouvoir l'appeler ici. Et c'est comme ça que je vais consommer mon signal. Si on regarde au niveau du composant, en fait, j'ai des boutons qui vont incrémenter la value. Et donc, vu que je suis dans un signal writable, on va avoir deux méthodes qui vont permettre de modifier le signal. On va avoir la méthode update, qui va pouvoir prendre la valeur existante du signal, actuelle du signal, et derrière, on va pouvoir faire ce qu'on veut. La deuxième, c'est set, c'est-à-dire que je vais modifier la valeur et je m'en fous de comment elle est actuellement. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir modifier un signal grâce à des méthodes à la volée. Et donc, je ne vais pas revenir sur l'exemple. Quand j'appuie sur le bouton incrémente, en fait, avec l'update, je vais prendre la valeur actuelle et je vais faire +1. Voilà. OK.
Maintenant, on va voir que signal a des options. C'est-à-dire que là, je vais avoir une option qui s'appelle equal et qui est mise par défaut. C'est-à-dire que si ma valeur est la même qu'avant, en fait, je vais la comparer et si elle n'est pas modifiée, bah, je ne vais pas émettre. Je ne vais pas émettre pour rien. Et donc ça, c'est si la valeur sur laquelle je vais est exactement que la mienne, je n'ai pas besoin de mettre une mise à jour au niveau de ma vue. Mais par contre, on peut aller plus loin dans les equal, c'est-à-dire qu'on peut modifier. C'est-à-dire que là, je vais avoir un peu comme des méthodes sort, je vais avoir la valeur, le A qui correspond à la valeur actuelle, ou le B qui correspond à la valeur d'après. Derrière, je vais avoir... Et derrière, je vais pouvoir retourner un booléen. Quand je fais un equal, en fait, il va réagir que si le booléen est complété. Donc là, si je mets rien, ça sert à rien. Enfin, vous voyez que ça trompe. Par contre, si je fais retourne true, en fait, je remplis ma condition et mon equal est rempli. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre si A est égal à, on va dire 3, en fait, je vais breaker mon signal. C'est-à-dire que si la condition de mon signal est remplie, je vais arrêter d'émettre. Et même si je suis dans une autre condition. Donc là, grâce à ça, si on regarde au niveau de notre application, ici mon count, je vais l'incrémenter de 1, de 2, de 3. Et à partir de ce moment-là, ça ne se voit pas mais je clique, ça s'entend. Et donc à partir de ce moment-là, en fait, je ne peux plus revenir, je n'émette plus. Okay, et vous voyez que le double count qui est le computé qui est basé là-dessus, lui non plus, puisque le signal n'a pas émis. Donc là, même si j'incrémente, et vous voyez à droite que je suis au niveau 0, ben en fait, j'ai breaké l'émission de l'émission. Mais derrière, on va être un peu taquin, et nous sommes dans le JavaScript, on peut faire des choses bien rigolotes. Voici comment, avec un signal, je peux créer des boucles infinies. Donc je ne vais pas l'exécuter parce que ça n'a pas grand intérêt, et on est clairement en anti-pattern, mais à partir du moment où je suis un arrow function, je peux faire ce genre de choses à manipuler avec précaution. Et voilà. OK. Maintenant, on va passer sur le computed. On va aller être un peu plus loin sur le computed. Hop, c'est mieux comme ça. Le computed, comme je l'ai expliqué, il va écouter le count. OK ? Il va retourner la valeur x2. Donc on va aller un peu plus loin. Hop là. Excusez-moi. Je me suis trompé de ligne. J'ai tout cassé. Ouais, j'ai tout cassé. C'est vraiment tout cassé ? Tu as tout cassé, oui. Donc encore une parenthèse. Et tu as une accolade qui se trimballe au mauvais endroit, plus bas. Ligne 46. Hop, excusez-moi, j'ai les deux palmolives. Hop, et là... Tu vas tout casser. Ah, attendez. Voilà, excusez-moi. Ok. Tu as le temps. Ouais, j'ai le temps, excusez-moi. Donc là, en fait, au lieu de faire un retour direct, en fait, je vais le faire à la main et je veux pouvoir faire des choses à l'intérieur. Comme juste avant, je vais vouloir update le count. Donc ici, V, on va faire, et ici, value, hop, plus 1. Donc ici, je vais écouter le count et juste avant, je vais le modifier. Donc vous vous rendez compte que ça va être extrêmement moche. Mais là où je veux en venir, c'est qu'en fait, hop, si je retourne dans ma console, ici je vais voir hello rate. Parce que je suis dans un signal read-only. Je ne vais pas modifier de signal dans un signal qui est de type read-only. Donc ça, en fait, je ne peux pas le faire. OK ? On verra qu'il y a des options. Non, je rigole. Donc en fait, chaque fois que je vais utiliser des méthodes update ou set, en fait, que je suis dans un computed, ça va me bloquer et je vais pas pouvoir il n'y aura pas d'erreur dans la console, ça va pas marcher et Angular me garantit ça. OK ? Et derrière, comme un signal writable, je peux mettre une option. Donc c'est-à-dire là, je vais mettre equal. On va repartir sur notre truc. Equal. A, virgule, B.
Hop, c'est mieux avec une parenthèse. OK. Je suis fatigué. Où est-ce que tu ne vas pas, toi? Retourne option. Arrête de te casser. Je sais. Virgule. Hop, hop. OK, c'est bon, je l'ai. Oh, c'est gênant. Hop, je vais arriver. Tac, tac, tac. Tac, tac. OK. Excusez-moi. Indentation. J'utilise quelque chose qui me le fait automatiquement. OK, donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que si mon B est égal à 4, en fait, je vais couper l'émission de mon computed. Donc, c'est-à-dire que là, je vais incrémenter. Et je l'ai mal fait. J'ai incrémenté, mais je peux bloquer l'émission de mon computed. Et même si j'écoute mon count, en fait, ça ne va pas. Mon count va pouvoir émettre tant qu'il veut. Par contre, mon computed, qui est basé sur mon count, grâce à cette condition, il va s'arrêter. OK? Ce sont des options. Je vais pas aller plus loin. Hop. OK. Maintenant, on va passer sur le troisième. Enfin, on va parler d'une dernière chose au niveau du computed. J'ai créé un autre computed au niveau de mon application, c'est-à-dire qu'il va écouter 2 signaux différents. On n'est pas limité qu'à un seul signal. Donc là, par exemple, mon signal qui est un booléen qui va changer à true, et mon computed qui est ici, ça c'est le consommé de mon computed, va écouter à la fois mon incrémente et à la fois cette condition. Donc c'est-à-dire qu'ici, je le passe à true, et quand j'incrémente, en fait, il écoute les deux. Donc on n'est pas limité sur le nombre d'écoutes. On peut en écouter plein. Maintenant, parlons de l'effect. L'effect va permettre beaucoup de choses. Ah oui, tu me fais beaucoup d'effets. Exactement. L'effect, on va commencer par le déclarer au niveau du constructeur. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, on va reprendre notre magnifique exemple de 10.count au niveau de mon élément. Donc chaque fois qu'en fait mon count va changer, mon effect va écouter et va faire un console log. Donc là, si je regarde sur ma console, hop, je sais mieux si j'ai, si je veux la valeur, ça va être plus sympa. Donc là, chaque fois que je vais incrémenter, en fait, et comme je vous l'ai dit, l'effect, il va s'exécuter même au niveau de l'instanciation du composant. Donc s'il est dans le constructeur, j'écoute quelque chose, sa valeur par défaut c'est 0 parce que j'ai déclaré mon signal, il va émettre. Et quand je vais incrémenter, en fait, je vais faire un console log. OK? Ça semble assez propre. Derrière, je vais mettre, si mon effect, par exemple, va déclencher une requête HTTP. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis connecté à une API de la NASA, et chaque fois que je vais faire un count, en fait, je vais exécuter cette méthode. Je vais exécuter l'appel. Format date, ISO, getlist. Ah, j'y ai arrivé. Waouh. Donc chaque fois que je vais avoir un count, en fait, je vais faire une requête HTTP. Quand ça marche. Excusez-moi, il y a un truc qui va pas. Quand je vais faire un count, en fait, je vais faire une requête HTTP. Donc, il faut faire attention au niveau de l'effect, sur quoi les signaux sont branchés, parce qu'on peut avoir des effets de bord assez importants. Normalement, je fais cracher l'API de la NASA, c'est pas drôle. Ah, mais je suis idiot. Exactement. T'es filtré. Ouais, ça va. Merci. Ok. Bon, bref, c'est pas grave. Mais l'idée est là, excusez-moi. Ok. Donc là, on est dans un effect. Donc chaque fois que j'ai fait un count, en fait, je vais pouvoir brancher et faire un console log. Maintenant, je suis dans un read-only. Donc si par exemple je fais ça, 10.count.update. Je fais ça. C'est-à-dire que là, encore une fois, je veux faire de l'anti-pattern, je veux faire des choses que je n'ai pas le droit.
Donc là, ce qui va se passer, c'est que quand je vais incrémenter, bah, ça va pas marcher parce qu'en fait, ma console va me dire, bah, tu es encore dans un cas où tu n'as pas le droit. Mais l'avantage de l'effect, c'est qu'il est permissif. Donc c'est-à-dire que là, je peux lui dire, ouais, mais en fait... Avantage ou pas, là hein. C'est pas un avantage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on en est là, on s'est peut-être trompé dans notre conception. C'est possible, mais il faut faire très attention. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai fait une boucle infinie. OK ? Parce qu'en fait, chaque fois que j'ai mon effect qui va écouter ça, je vais le modifier derrière, qui va se redéclencher, je vais le modifier derrière, qui va se redéclencher. Donc là, si par exemple, je le mets juste au-dessus, je voulais pas faire ça. Si par exemple, je suis juste au-dessus et que je reviens au niveau de mon signal... Il faut attendre la fin du feu d'artifice. Ouais, je sais, il est magnifique. Vous aimez les feux d'artifice? Moi, je les aime beaucoup. C'est magnifique. Donc en fait, chaque fois que je vais incrémenter, c'est-à-dire que je n'ai plus cet effet de bord, c'est-à-dire que là, je vais incrémenter, je vais l'avoir par 3. Parce que j'ai fait la modification avant l'écoute. OK ? Bon, c'est clairement ce qu'il ne faut pas faire, mais la façon dont on va mettre la modification du signal, qu'il soit avant ou après l'écoute, va avoir peut-être des boucles infinies et des effets de bord. Donc c'est important. Mais c'est pas fini. Ici, j'ai montré qu'une option, c'est-à-dire que je peux aller dans l'anti-pattern et changer les choses. Je peux aussi avoir d'autres propriétés. Là, par exemple, dans cet effect, je l'ai déclaré. Hop là, je vais arriver. Je l'ai déclaré au niveau de mon constructeur. Mais qu'est-ce que ça fait si, par exemple, je n'ai pas envie de l'avoir au niveau de mon constructeur et que je veux l'avoir après? Mais en fait, quand on est dans le engine init, le service sur lequel la requête HTTP on pourrait la faire ne va pas marcher. Parce qu'on n'est plus dans le constructeur, on n'a plus accès au service. Donc là, je vais avoir une propriété, je vais avoir une option qui s'appelle injector, qui va faire référence, bon, je l'ai importé déjà à 10 injectors. Et derrière, grâce à ce tricks, je vais pouvoir exécuter des requêtes HTTP sur un effect qui est en dehors de mon constructeur. Et dernière chose, et celui-là est touchy. C'est moche, hein. C'est-à-dire que mon effect, là, dans l'exemple que je veux donner, ici, j'ai sur une condition, je vais pouvoir ajouter un composant. Ce composant, que je vais appeler child, ce composant, en fait, c'est un effect qui va faire un set intervalle, qui va faire un set intervalle, et derrière ce set intervalle, il va update toutes les secondes. Donc là, si par exemple j'ajoute mon composant, et que je suis dans ma console, en fait j'ai mon timer, j'ai mon set intervalle qui va faire toutes les secondes, 1 seconde. Et là, en fait, je décide, je veux partir de ce composant-là, j'en ai plus besoin. Là, ce qui se passe, c'est que ça tourne toujours. Ça peut avoir certains inconvénients, surtout s'il y a peut-être une requête HTTP ou deux qui soit dans l'effect. Donc là, en fait, dans l'effect, je vais avoir une méthode, la voici, qui va me permettre, en fait, de pouvoir dire, à la fin, ça se fait automatiquement, mais sur certaines propriétés, comme un set intervalle, je veux plus que les choses qui sont dans mon effect soient encore actives. On est dans un cas un peu particulier. Hop. Et donc, grâce à ça, en fait, quand je vais... Oui, ok. J'ai modifié quelque chose ici. Hop, je vais effacer ça. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, quand je vais ajouter le child, ici j'ai mon timer qui va arriver, et quand je vais le remove, en fait, ça va s'arrêter. J'ai dit que même le set intervalle, je veux, quand je sors de mon composant, je l'arrête. Mais on peut aller encore plus loin.
C'est-à-dire que là, ma dernière option dans un effect, où je me dis, je me suis encore perdu, mais bon, je vais continuer dans mon sens, où j'ai un cas vraiment très spécifique. Je vais avoir le manual cleanup, qui permet, en fait, à n'importe quel moment dans mon composant, de créer une méthode qui va dire, cette méthode, enfin, sur un bouton ou sur un clic, je veux couper l'action qui est déclenchée dans mon count. Enfin, dans mon effect. Donc là, par exemple, j'ai rajouté l'élément, et en fait, grâce au bouton stop, même si je suis dans un composant, mon intervalle s'arrête. Maintenant, donc j'espère que c'est clair pour vous sur les 3 primitives de signal et sur les choses de dingue qu'on peut faire à l'intérieur. Maintenant, on va passer à la preview time. Merci pour ces nouvelles API qui sont stables. Celles qu'on a vues, elles sont stables. Vous pouvez les utiliser dès aujourd'hui à partir d'Angular 17 et d'Angular 18, ça marche extrêmement bien. Ce qu'on va voir en revanche là, c'est pas encore stable. Il y a encore pas mal de choses dans le développeur preview. Parce que ce qui nous embarque un petit peu avec Signal, avec l'ajout de Signal, c'est également progressivement, il nous dirige vers la fin du cycle de vie des composants. Quand vous avez historiquement sur votre composant, vous avez un cycle de vie avec la méthode ngOnInit qui va être appelée au moment où, juste après la construction, au moment où vous avez l'instanciation de votre composant. Vous allez avoir les after view init, after view content init, enfin le content init, le view init, pardon, le view checked, le content checked. Donc les view content init, c'est au moment où l'intégralité des composants dans la vue ont été initialisés. Pour le contenu, la même chose. Pour rappel, le contenu, c'est ce qu'on va projeter dans les composants. Quand on a un nœud et qu'on va mettre quelque chose à l'intérieur, on fait de la projection. Tout ce qui est contenu, c'est le résultat de la projection. Donc le content init, le view init, on va avoir le destroy à la fin dans sa vie, et tous les checked qui vont se déclencher à chaque fois qu'on va avoir une détection de changement. Et là-dessus, j'ai oublié le ng unchanges également. Bref, ça en fait beaucoup. On apprend à les maîtriser avec le temps. On en utilise certains mal, des fois, à faire des choses pas terribles, du type ah mais en fait la bibliothèque que j'ai intégrée, elle n'est pas encore disponible à ce moment-là, donc je vais la rappeler dans mon checked une seule fois parce qu'en fait sinon je le mets dans le unit, elle n'est pas disponible, ça marche pas. Bref, des bidouilles pas terribles. Et l'idée avec Signal, c'est de venir casser cette mécanique-là, d'enlever ce cycle de vie et de tout avoir en fait de façon réactive. Donc ils réimplémentent absolument tout. Les inputs, donc ce que vous faites aujourd'hui avec le décorateur, vous allez définir les variables d'entrée de vos composants. Eh bien, on a un nouvel entrant qui est le signal input. Il est encore en développeur preview, je pense qu'il est quand même relativement cuit. Ouais, il est assez cuit. Mais comme il est marqué en développeur preview, potentiellement, ça peut évoluer. Signal model qui vient remplacer lui, alors pas ng model en fait, c'est une directive. Non, là on parle du two-way data binding, c'est-à-dire la partie, le fameux banana in the box, à savoir vous faites votre binding avec des crochets, vous faites vos bindings d'événements avec des parenthèses, et si vous appelez votre propriété change en fait avec le suffixe, eh bien vous avez gratuitement le two-way data binding avec l'association des deux. Signal model vient se substituer à cette partie-là. Signal queries, donc là c'est tous les requêteurs de templates et de vues que vous utilisez. Pareil, tout ça est orienté fonction. Ça ressemble de plus en plus à React. Hein. Ah, ça se rectifie, mais on va pas revenir sur ce sujet-là. Enfin, faut dire ce qui est. Je suis pas sûr que ça me plaise cette partie-là. Cette partie-là, par contre, moi, voilà, dans les derniers essais que j'ai faits, j'ai quand même eu pas mal de problèmes sur la partie read, notamment quand vous voulez lire spécifiquement quelque chose que vous allez déclarer plusieurs fois. Là, j'ai eu des soucis là-dessus, donc clairement pas cuit. Moi, je suis curieux de voir à quoi ça ressemble, Florian. Alors sur ça, on va prendre un exemple extrêmement simple. C'est pas, comment dire, c'est assez simple dans son utilisation.
Ici, en fait, je vais avoir un composant. Hop, je vais grossir. Ici, je vais déclarer deux signaux. Il y en a un qui s'appelle checked, qui a une valeur par défaut à false, et l'autre disable, qui a une période par défaut à false. Et dans ma vue, en fait, je vais consommer mes signaux au niveau de mon parent. Je suis check, je suis truc. Et dans mon enfant, en fait, je vais lui passer le signal disable, et avec le fameux banana in the box, je vais passer le check. Et au niveau de mon composant enfant, grâce à une méthode que j'ai mis, un bouton que j'ai mis, voilà, je vais pouvoir modifier mon signal, c'est-à-dire je vais faire un set et je vais prendre la valeur inverse. Donc je vais le passer à tout. En gros. Donc qu'est-ce que ça donne ici? C'est-à-dire que là j'ai mon parent et ici j'ai mon bouton enfant. C'est-à-dire que là je vais pouvoir très facilement, au lieu de faire un input et un new event emitter output pour changer le banana in the box, là avec une seule méthode, un signal, je vais pouvoir modifier ça très simplement. Ça m'a pris une ligne. Derrière, grâce à ces inputs, ces signaux input, on peut arriver à des choses extrêmement séduisantes. C'est-à-dire que, et ça c'est un truc que j'aime beaucoup, hop, je vais grossir. Là, ce que vous voyez, c'est l'app config de notre application. Et là-dedans, j'ai fait un provide route avec une déclaration de route. Et là-dedans, en fait, j'ai rajouté cette méthode qui fait with component input binding. Et là, ce que ça fait, c'est que si par exemple j'ai des éléments dans ma route, comme une data, le résultat d'un resolver, une propriété, je n'ai pas besoin de m'abonner à router state avec des observables, data pour choper la donnée. J'ai juste à mettre un input qui va prendre ce qu'il y a dans ma route ou le résultat de mon resolver et derrière l'exécuter dans mon composant. Si je prends l'exemple là au niveau de robot detail, ici ce que j'ai fait après le routing, en fait, j'ai déclenché un resolver au niveau de mon robot. Ici mon resolver, qu'est-ce que ça fait? Grâce au nom, je vais trouver le détail de mon robot et je vais le retourner. Et aussi simplement dans mon composant, j'ai déclaré un signal qui est de type input, je le mets en require, et derrière, ce signal se base sur la data que j'ai mise dans ma route suite à mon resolver. L'avantage de ça, c'est qu'en fait, souvent quand on a des arrobas input, l'autre avantage, quand on a un arrobas input, on peut le consommer, on peut le consulter ou l'afficher qu'à partir du cycle de vie en init. Et comme il a dit précédemment, là on va se baser sur la data. Donc là, la route, elle s'en fiche du cycle de vie. Il va émettre que si il est là. Donc là, facilement, je le déclare au niveau de mon point HTML. Hop, c'est mieux quand. Je le déclare au niveau de mon point HTML comme un signal. Voici mon robot, qui est ici, la ligne 9. Dernière petite chose sur le signal, et c'est important. Quand on a plusieurs observables, qu'on va faire un pipe à 5 au niveau de notre view, on va avoir différentes, en général on cast, on essaie de faire un pipe à 5 sur une portée un peu plus globale, on le casse sur une méthode, un peu comme ça, et derrière on va le consommer. Un signal, quand il est consommé dans sa view, en fait, il est memorize. Donc c'est-à-dire qu'on peut le déclarer plein de fois, en fait, il ne va pas consommer. Donc là, c'est toujours... je trouve ça plus élégant de le déclarer qu'une seule fois et de le caster d'après de consommer. Mais si par exemple ici, je fais ça, et que je vais afficher le robot ici, pour un exemple vite fait, je ne vais pas avoir de problème. Ok? C'est l'idée. Maintenant, les observables dans tout ça. C'est-à-dire qu'on a des applications actuelles qui se basent souvent sur des observables, et notamment quand on utilise un HTTP client et quand on va faire des choses avec des intercepteurs, des guards, etc., on va avoir ces observables. Donc, en fait, on va avoir deux méthodes qui vont permettre de modifier, de pouvoir jouer entre un observable et un signal. Le toSignal, ce qu'il va faire, c'est qu'il va souscrire à un observable, ce qui se passe dessous cette méthode, et il va le transformer en signal. Et si jamais ce signal qui est le toSignal
à la fermeture du composant, on n'a pas de problème de désouscription. Le signal connaît son contexte et il va désouscrire automatiquement le composant. Donc c'est assez cool de transformer un observable en signal très facilement. Le deuxième, c'est le tout observable. Bah, c'est l'inverse. Voilà, il déclenche un signal sur un observable et ça roule. Donc là, on va parler de HTTP client, parce que peu importe les modifications qu'Angular a fait, HTTP client va toujours retourner un observable. Donc en fait, ces méthodes tout signal et tout observable, on va les utiliser au quotidien. Parce que là, mon get de ma requête HTTP va retourner un observable et j'aurai toujours besoin de souscrire pour exécuter cette méthode. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ma requête HTTP n'a pas marché tout à l'heure. Hein. Voilà, je viens d'y penser. Donc là, par exemple, ligne 5, j'ai un signal que j'ai déclaré, qui est un off de 0. Derrière, j'ai un observable, pardon, excusez-moi, qui est un observable de 0. Ligne 7, en fait, j'ai un test qui est de type signal et je le transforme en tout signal très facilement. Et après, je me dis, et puis bon, je vais le remettre en observable. Ça marche, c'est extrêmement moche, mais ça marche. Et c'est très simple. Et donc, pour conclure sur les signaux, il y a beaucoup de confusion, j'ai remarqué beaucoup de confusion, et pour moi, en fait, signal et observable va marcher main dans la main. Ce n'est pas parce que signal est arrivé qu'en fait, les observables, on ne va pas les utiliser. OK ? Donc en fait, nous on a choisi, on teste pas mal de choses sur plusieurs applications, savoir comment on va trouver une façon élégante de pouvoir faire jouer les deux. Est-ce que les observables seront toujours dans les composants? Est-ce que les observables sont cantonnés qu'au service? Voilà. Alors moi, tu connais mon avis. Je pense que, je trouve que le pattern qui marche bien pour le moment, c'est de garder les observables dans les services et d'utiliser tout ce qui est signal dans les composants. Parce que, on va le voir, je vais vous présenter rapidement, mais on a fait 2 implémentations sur 2 services différents. Donc allons voir le race service. Et il ne faut pas que je prenne celui du back, il faut que je prenne celui du front. Tu vois, hop. Le race service, j'ai fait le choix de me dire, je vais faire de l'observable. Et je vais exposer que des observables depuis mon service. Je ne vais pas faire de signal dans mon service. Et mes composants qui utiliseront les méthodes exposées consommeront des signaux, enfin des observables à convertir en signaux. Donc, ce pattern, il est un peu connu. Hein. Je fais un observable, un sujet ou un behavior subject que je rends privé, qui est interne à mon service, qui ne sera pas exposé, ça évite qu'il soit manipulé à l'extérieur. Et je vais exposer derrière des observables de cet observable de base, ici, ce qui va interdire le fait qu'on fasse un ex ou ce genre de choses depuis l'extérieur, être obligé de repasser par le service s'il y a des mutations. Et la capacité toujours à faire des transformations du type, j'aimerais bien récupérer mon rest state, mais j'aimerais bien qu'il n'émette que si j'ai des vrais changements, parce qu'en vrai, le serveur, il va m'envoyer des événements très régulièrement. À chaque fois que j'ai un joueur qui va parcourir une instance, j'ai un événement. Donc si à chaque fois qu'il m'envoie ce type d'événement, je pop sur mon état, c'est pas très performant. Donc je vais pouvoir ajouter mon petit distinct change. Pouvoir faire du filtre sur mes courses également, m'assurer qu'elle est différente de nulle pour être sûr d'avoir un résultat. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme autre? Donc les new race qui me permet de savoir que c'est une nouvelle course avec pareil un distinct entity change, mais cette fois je vais regarder la propriété UID qui va me garantir que l'événement qui vient de m'être émis c'est une toute nouvelle course. La récupération des robots, les participants de la course, avec leurs statistiques, de la même façon, je peux faire du distinct entity chain, filtrer tout ça. Et depuis mes composants, hop, si je prends ma race view component, ici on avait notre signal race, et signal race, il va juste faire un tout signal de mon observable. Je peux lui préciser une valeur initiale, de façon à contrôler également cette partie-là. Et je suis bien, à partir du moment où je suis dans mon composant, purement en signal. Avec le petit effet sonore que... c'est dommage qu'on n'ait pas autant de son, mais vous l'avez peut-être entendu, le petit pan
de démarrage de course, qui est un effet du fait que la course est passée à l'état start-in. On a bien un effet. Pareil, si on regarde le timer, hop, au niveau de sa consommation, ça peut être intéressant de regarder la partie effet, hop, le race timer. Comme j'ai décidé de ne pas faire d'observable au niveau de mon composant, je n'ai pas utilisé intervalle de RxJS. Donc je suis revenu sur un bon vieux set intervalle des familles, sauf que cette fois, eh bien, je contrôle ça avec un effet au niveau avec grâce à signal. Mon effet, qu'est-ce qu'il va faire? Il va observer l'état et il va démarrer mon timer sur le set intervalle. Et un set intervalle, c'est bien de le tuer quand on va redessiner le composant avant. Donc, plutôt que d'implémenter la méthode onDestroy, je vous ai parlé des évolutions sur le cycle de vie des composants qui disparaissent, eh bien là, ça deviendra la nouvelle façon de gérer ça. On récupère la méthode onCleanup depuis la fonction de mon effect. Et je vais pouvoir définir les traitements que je souhaite faire dans la phase de cleanup de mon effet. La phase de cleanup est déclenchée automatiquement quand il est détruit. Voilà un petit peu pour une présentation d'une implémentation basée sur de l'observable et du signal. On a une autre implémentation, tu veux en parler? De bête service? Allez. Donc là, hop, on va grossir. En fait, mon service, j'utilise toujours HTTP client. Je pense que il y a des méthodes pour faire du fetch directement, mais pour avoir mis des gestions d'erreurs un peu plus globales sur des intercepteurs et tout ça, je pense que je vais jamais passer par là pour le moment. Donc en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir des requêtes HTTP et directement dans le service, je vais le transformer en signal. Donc mon service n'expose plus des observables, il va les traiter il va faire son traitement de tout ce qui est dans l'observable et en fait je vais l'exposer. Donc là ce qui se passe, c'est qu'en fait, update, reset. Ici, je vais déclarer un signal ici qui va injecter la course et qui va se baser sur cet observable que j'ai dit puisque c'est une requête. Ici, j'ai aussi encore transformé, bon là on a fait un mock, un signal à un bête type, et derrière je vais redéclarer un signal d'un tableau. Et derrière, grâce à mon service, je vais pouvoir travailler là-dessus et n'exposer que le résultat de mes signaux, et donc les consommer. L'avantage de ça, c'est qu'en fait, un signal peut être modifié. C'est-à-dire que quand on va le déclarer au niveau de notre composant, on peut arriver à le modifier. Et ces effets de bord, comme David l'a fait au niveau de l'observable, je n'ai pas forcément envie qu'il y ait un composant qui va changer mon observable d'un service qui est exposé partout. Si jamais on a un bug, et si jamais quelqu'un modifie un observable à l'extérieur d'un composant et qu'il est utilisé partout, on peut avoir des effets de bord. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir exposer des signaux computed qui ne sont pas modifiables, et derrière maîtriser cet élément-là comme si on avait un observable de type observable et on ne pouvait pas utiliser un next. Okay. Et donc là, c'est vraiment deux approches différentes pour utiliser les signaux et derrière les combiner avec des observables et des projets. Dans tous les cas, on vous joint le Git où vous pouvez voir les différentes implémentations avec les différents tests et les différentes méthodes qu'on a appliquées. Là, pareil, il y a des sets, on a utilisé les allosignaux, on a vraiment essayé de pousser les choses, les options des signaux et des effects pratiquement à fond. Le problème, Florian, c'est qu'on ne va pas se débarrasser de Zone.js comme ça. C'est un spoiler d'ailleurs. Ouais. Bon, lui, il meurt tout le temps, mais pas Zone.js. Alors pour revenir sur Zone.js, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, ils ont une bonne raison de vouloir le sortir, de vouloir le retirer quand même. C'est que déjà, c'est une dépendance supplémentaire qu'on rajoute sur le navigateur systématiquement.
Si vous avez travaillé avec plusieurs applications de plusieurs types, si vous avez fait des micro-front-end par exemple, Zone.js et d'autres applications, ça fait pas forcément bon ménage. En fait, c'est pas fait pour fonctionner avec. En tous les cas, il va balancer des détections de changement alors qu'il n'y a pas de besoin. Donc c'est une dépendance supplémentaire, c'est vraiment fait que pour Angular. C'est quelque chose de pas super élégant parce que au niveau du fonctionnement, il vient patcher tous les services, toutes les API asynchrones du navigateur pour pouvoir créer ces zones et notifier les zones, enfin en tous les cas faire de la détection de changement, planifier une détection de changement dès qu'il observe quelque chose qui s'est passé en asynchrone. Donc il y avait quand même un sujet, il y a quand même un vrai sujet pour se débarrasser de zoneless. Et il y a de vrais efforts qui sont faits actuellement pour essayer d'aller vers cette sortie de zoneless. Est-ce que Signal, c'est la bonne solution? C'en est une. C'en est une. Et ça a été présenté comme ça. Nous voulons nous débarrasser de Zone.js et Signal est une solution qui va nous permettre de faire ce changement-là. Et alors, avec Angular 18, il y a quelque chose qui est très chouette, c'est qu'on a un petit peu plus de visibilité aujourd'hui sur l'après et sur aussi la migration. En tous les cas, cette phase intermédiaire qui s'ouvre devant nous. Et en Angular 18, eh bien, la planification de la détection de changement, elle ne se fait plus seulement avec Zone.js. Elle peut se faire aussi avec Signal. Elle peut se faire également avec le PyPassing. Si vous avez des observables avec du PyPassing, ça marche également. Elle peut se faire avec les modifications de votre view container. Dès que vous allez ajouter un élément dans un view container ou le retrancher, donc ça peut se faire programmatiquement avec du Component Factory Resolver en s'accrochant au view container F. Ça peut se faire aussi par le routing, c'est comme ça, quand à chaque fois que le routing rajoute un élément, ça fait de la détection de changement. Ça peut aussi se déclencher maintenant avec les inputs, dès qu'on va avoir des variations sur les paramètres d'entrée, planification, détection de changement. Le mark for check, et autres, parce que si vous faites un detect changes, c'est la même chose derrière, qui vous permet en gros de déclencher programmatiquement, volontairement, une détection de changement. Et tous ces déclencheurs, eh bien, vous pouvez les mettre en œuvre et les tester dès aujourd'hui dans un mode expérimental zoneless qui est disponible depuis la version 18, que je vous présente là. Expérimental, tout est dans le terme, c'est pas utilisé sur la prod. Par contre, il nous donne éventuellement des opportunités. Et des opportunités de commencer à venir tester justement ces déclencheurs et vérifier que ça répond bien. Et c'est un petit peu la démarche de venir introduire ce mode expérimental et d'avoir déjà un petit peu avancé sur ces méthodes de déclenchement parce que ça va permettre, dans une phase transitoire, de commencer à penser à notre migration justement vers Signal. Parce que, comme vous l'avez vu, c'est relativement différent de ce qu'on faisait avant et ça va nous demander quand même pas mal d'efforts. Un mode hybride, oui, mais en fait en Angular 18, par défaut, quand vous démarrez un projet, votre application, elle est en mode hybride parce qu'elle embarque à la fois Zone.js et à la fois elle écoute ces détections de changement qui sont fournies. Et donc Zone.js et Signal travaillent main dans la main sur cette période. Alors pour les plus observateurs, tout à l'heure quand tu as montré l'app-config, j'imagine que vous avez vu un petit commentaire avec l'expérimental mode ici qui est commenté. Donc là, j'ai mis le Provide Zone Change Detection qui est totalement équivalent à ça. Voilà. Mais qui peut vous permettre également de venir faire de la personnalisation de ce mode de détection de changement. Voilà, notamment Ignore Changes Outside Zone. Voilà. De façon générale, on ne va rien écouter en dehors de zone, c'est-à-dire que on n'aura aucune détection de changement en dehors de Zone.js, donc pas de déclenchement, planification avec les déclencheurs additionnels. Alors, un truc intéressant que je vais vous montrer, c'est à quoi ça ressemble ces détections de changement directement avec le profiler de la console de debug. Hop. Donc je vais me remettre sur une course. Dans l'outil
hop, de debug d'Angular, si vous ne l'utilisez pas au quotidien, je vous conseille très fortement de l'installer et de l'utiliser. Il vous donne plein d'informations très intéressantes, notamment l'injecteur tree. Une vue un petit peu plus rapide sur vos composants que de passer par Element, de venir récupérer la référence dans Chrome avec le $0 et de faire un get component, ng-get component. C'est quand même plus confortable de l'avoir directement ici dans le panneau. Et une partie profiler. Ce partie profiler, elle est extrêmement intéressante quand vous avez des problèmes de performance parce qu'elle vous permet de voir où vous passez du temps, trop de temps, dans les détections de changement. Hyper simple à utiliser, en vrai. Un peu plus compliqué des fois à analyser. Vous êtes sur une course et on va faire un test. Je vais lancer un enregistrement et je vais faire une course rapide. Et on va laisser dérouler gentiment ma course. Voilà. Hop, je me demande qui va gagner cette fois. Ah, Optimus Prime, il est chaud. Il y en a, ils sont pas très intelligents. Alors, Wally est vraiment pas très malin. Ah, non, mais il va... Ah non, bah non. Dommage. Finalement, il s'est cramé. Il s'est cramé. Dommage. Hop. Et j'arrête l'enregistrement. Alors, si on revient sur mes frames, à ce moment-là, je vais pouvoir commencer à regarder. Et pour que ce soit plus visuel, je vais passer sur le flame chart. Vous avez 3 représentations, le flame chart, la tree map et la bar chart. La bar chart est quand même plus facile à lire, je pense, en temps, en fait, pour voir rapidement les temps. Le flame chart est assez visuel, c'est celui-là que je vais vous montrer, hein, parce qu'il va nous permettre de voir très rapidement les zones qui sont... yes. Ils n'ont pas travaillé l'accessibilité sur ça. Hein. Non, les contrats sont pas encore ça. C'est pas génial. Les couleurs, en fait, c'est ça qui va m'intéresser. Là, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, du coup. C'est bon? Ok. En fait, plus ça tire vers le rouge, plus on y passe du temps. Plus c'est vers le jaune, moins on y passe de temps, voire pas du tout. Et donc là, au démarrage de l'application, avec la création des composants, on peut comprendre qu'on y passe pas mal de temps. Là, on voit quand même 16 millisecondes pour rendre. Oh là là, qu'est-ce que c'est lent. Mais c'est en orange. Intéressant. Ça vous dit aussi si vous êtes en dessous ou au-dessus des 60 FPS. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc d'ailleurs, il vous dit, oh là là, le framerate, il est vraiment pas terrible ici. Et alors, dans les informations qu'il vous donne aujourd'hui, vous avez aussi cette partie-là, source, QMicroTask. QMicroTask, c'est là où les enregistrements de « il va falloir faire de la détection de changement » se font. C'est là où ZoneJS va dire « il y a de la détection de changement à faire à cet endroit-là, etc. » Et après, bon, essentiellement, c'est une queue. Il y a je pense que c'était des doublonnés, c'est pas trop bête non plus comme comportement. Et on voit comme ça les différentes source, ici on voit que c'est sur une requête HTTP, du set intervalle, mon timer, clairement on est sur la partie timer, mais vous voyez que, en fait, les couleurs c'est intéressant, c'est que en fait, j'ai quoi qui se passe? J'ai une nouvelle course qui est poussée? Non, en fait, même pas à ce moment-là, j'ai que le set intervalle avec la mise à jour de timer et vous avez des impacts un petit peu partout sur l'application. Donc clairement, ZoneJS, il dit ok d'accord, j'ai un événement asynchrone cet intervalle, mais je ne sais pas trop ce qui s'est passé, donc on va vérifier. On va tout vérifier, ce qui est coûteux. Ce qui peut être coûteux. Là, c'est une petite application, mais ça peut être très coûteux. Donc là, le démarrage de la course, et ici, on constatera quand même que globalement, on n'a pas trop de couleurs sur les couches les plus proches de la racine. Rarement, on se retrouve quand même plutôt ici. C'est pas pour rien parce que on est effectivement qu'avec du QMicroTask et avec du signal. C'est bien signal qui vient lier à chaque fois l'information, à chaque frame. Voilà, et on voit qu'on reste à peu près comme ça. Donc, qu'est-ce que ça va me coûter de tester mon application en zoneless? Vraiment pas grand-chose. Je vais revenir dans mon code. Je vais dire, hop, je vais activer le zoneless change detection et je vais devoir venir supprimer oula, je moufle, mon ZoneJS de mes polyfills. Alors, dans cette version-là, directement injectée depuis l'angular.json ou depuis votre fichier polyfill.ts si vous avez une vieille application que vous avez migrée N fois et que vous avez toujours ce modèle-là. Je vais supprimer ça et forcément, il va falloir que je redémarre mon serveur. Parce que je ne vais pas prendre trop de temps. Voilà. Merci vite. Merci vite. Merci vite.
On l'a pas précisé, mais dans les dernières versions, on est passé sur Vite au niveau du bundler et ça se ressent quand même. Il paraît que pour être rapide, il faut utiliser Go ou Rust plutôt que du JavaScript pour compiler. Il paraît. Bref, ça a redémarré. Mon application fonctionne désormais en mode zoneless. Et on va regarder les différences, ce que ça peut donner. Donc là, je vais à nouveau faire une course rapide. Je vais me mettre dans la partie Angular. Hop, mon profiler. J'espère qu'il a... Non, il n'a pas planté, c'est super. Des fois, il plante. Voilà, vous fermez la console, vous la réouvrez. Et hop, ça marche. Un petit enregistrement. Je lance la course rapide. Et on va laisser dérouler. Tiens, je vais légèrement rouvrir parce que j'ai envie de voir quand même la course. Ah, là, c'était un départ en trombe, mais... Wally, il est toujours un petit peu... Ah, quoique... Oh, non, il a bien géré sa course. Ah non, c'est Megaman qui va... Ah, non, c'est Megaman. Dépêche-toi, Johnny, dépêche-toi. Merci. J'arrête l'enregistrement. Et voyons un petit peu la différence. On va repasser sur le flame chart. Je vais ouvrir en grand. On n'a pas grand-chose en changement. On se rend compte que le démarrage se fait. Il y a pas mal de détection de changement. On passe un petit peu de temps un petit peu partout. Mais là, premier élément, je vois que ça a été quand même beaucoup plus rapide sur cette phase-là. J'ai été beaucoup plus efficace. Et on est passant à SSB. C'était inattendu, mais c'est bien. C'est une bonne chose. Autre chose, la partie ici, source de la détection, elle a disparu, en fait. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Je ne suis pas sûr. Ça, c'est la partie, moi, qui m'embête beaucoup. Ça a été dans la discussion sur le passage sur Signal. Quelque chose que nous apportait Zone, c'était le contexte. Les super stack trace, peut-être un peu trop longues, que vous aviez, oui, elles étaient longues, mais par contre, elles étaient complètes. Et vous saviez par où elles passaient, qui était à l'initiative. Là, on revient à des bonnes vieilles erreurs avec du error in, avec tous les problèmes de recherche que ça pose. Donc ça, je suis pas sûr que ça soit pour le mieux. Après, on voit la partie set intervalle, et ce qu'on peut noter, c'est qu'on reste quand même très localisé sur les couches du bas, et avec des temps qui sont bien plus modestes. Hop, on avance, début de la course, et là, avec nos coureurs, on voit qu'on est à peu près à l'équivalent, donc il n'y a pas une grosse différence en fait entre avant et après. Mais grosso modo, ça nous a pas. Si on enlève, si on se met dans le modèle où on a des observables dans nos services et que j'utilise des signaux dans mes composants, en fait, ça ne m'a pas demandé un effort colossal pour y passer. Donc, en vrai, dès demain, vous pouvez commencer à utiliser Signal de cette façon et vous pouvez commencer à implémenter Signal dans vos applications. Et pourquoi c'est important? Eh bien, parce que c'est juste le sens du développement d'Angular, c'est son futur, et il n'y aura pas de retour en arrière. On va lui dire au revoir. Et donc, si vous avez des applications en maintenance, il va bien falloir à un moment y passer ou l'autre. Il va falloir y passer à un moment ou à un autre. Donc, le mieux, c'est effectivement de tracer ce chemin vers Zoneless. Dès maintenant, vous avez les outils qui ont été mis à disposition. Vous pouvez déjà commencer à tester ces nouvelles mécaniques dans un mode Zoneless. Et vous pouvez donc planifier. Commencez à vous dire, c'est super, je suis en version 17, j'ai des signaux, je peux commencer déjà à écrire des implémentations. Tout ce que je vais implémenter de nouveau, je le fais directement en Signal. Dès que j'ai l'opportunité de faire une refacto ou une modification, c'est peut-être l'occasion de basculer en Signal. Et en plus, comme les bypassing sont encore supportés, on ne vous demande pas de tout changer, en fait. De juste changer ce qui n'est pas fait en bypassing. Et ça, c'est déjà pas mal. Et moi, ça m'a beaucoup rassuré, cette partie-là. Attention à ce qui est encore en développeur preview, par contre. Voilà, ne vous jetez pas sur les dernières nouveautés, parce que, clairement, c'est pas cuit. Faut dire ce qui est. Et c'est le moment d'aborder notre conclusion. Est-ce que tu peux nous refaire un petit débrief de tout ce qu'on a vu? On va conclure. Donc là, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées et d'expérience. On essaie de planifier ces migrations, ces modifications et ces adaptations. Parce qu'on est convaincu qu'on va partir là-dessus et que ça va être décommissionné à un moment donné. On ne sait pas quand. Et donc commencer à travailler là-dessus. On a vu les stand-alone.
Pour moi, c'est de la simplification. Nous n'avons pas de hub de performance. On va plutôt parler d'une simplification, tout simplement. On a parlé des control flow, donc quelque chose qui peut nous amener du differ, qui apporte vraiment une option de performance, mais au final, c'est de l'écriture. Et tant qu'on aura toujours les directives structurelles, on va bosser avec les deux. On a parlé de Signal. Signal, c'est une alternative, et celle-là, il n'y a pas de, c'est magique. Donc déjà, si on a des applications Angular et qu'on n'a que des PyPass-Sync, c'est simple, la migration va pouvoir se faire, la migration vers Signal va pouvoir se faire assez facilement. Si à partir du moment où il y a des ng undestroy dans vos applications et qu'il y a des unsubscribe partout, on va passer un peu plus de temps sur les composants. Les inputs et tout ça apportent vraiment beaucoup de valeur, puisque les cycles de vie, on peut avoir des problèmes suivant les dépendances, ou quand est-ce que je vais avoir cette donnée, quand est-ce que je vais faire ci, quel est le bon cycle, les changes, les setters, etc. C'est vraiment très sexy. Le problème, c'est que c'est en preview. Donc ça peut amener des modifications, mais en termes de simplification de code, même si c'est en preview, je l'utilise parce que ça apporte vraiment une rapidité d'exécution avec quelque chose d'assez simple et performant. Le query encore en preview, etc. Et derrière, on pourra arriver sur du zoneless et avoir des applications simples et sans débordement et des effets de bord. Le nombre de fois où j'ai appuyé sur polyfill sur un projet un peu ancien, là, les lignes vertes, c'est rare. Hein. Parce que justement, ces détections de changement, ces impacts, ces zones, c'est souvent un problème dans beaucoup d'applications Angular. Et si jamais vous n'avez jamais utilisé le profiler, utilisez-le sur vos projets, ça vous permettra de voir déjà plein d'effets de bord. Et après? Et what's next? En fait, il y a plein de choses qui arrivent encore. Hein. Je pense que les transformations ne sont pas terminées. Déjà, devant nous, il y a la finalisation de la transition vers zoneless. Ça travaille très très fort dessus. Vous avez tous les développeurs preview et clairement tout l'effort aujourd'hui est de ce côté-là. Ils ont communiqué notamment, alors c'est sur la 17.3 qu'ils ont revu le compilateur qui crée les fabriques Ivy, template pipeline de mémoire, la nouvelle version. Et ça, ils ont travaillé dessus parce qu'a priori, c'était devenu assez immaintenable et ça les freinait justement dans les évolutions vers le mode zoneless. Donc clairement, tous leurs efforts sont vraiment orientés là-dessus. Il y a des choses qui n'ont pas encore été craquées avec Signal. La partie forme n'a pas du tout été craquée. Pour l'instant, vous avez toujours des observables avec toute l'API des formulaires. Et il y aura certainement des choses qui vont sortir autour des formulaires pour nous aider à associer, en tous les cas manipuler les formulaires avec Signal sans avoir à faire des conversions d'observables Signal en permanence partout dans l'application. L'hydratation partielle, alors ça ils en ont déjà parlé, c'est a priori, il y a déjà des bouts qui sont dans la partie SSR, c'est la partie server-side rendering, alors c'est le nouveau paquet d'Universal mais c'est le même principe. Hein. Ça c'est plutôt pas mal, c'est un complément sur Defer, ça va permettre en plus d'avoir ce système de rendu différé avec Defer, d'avoir le rendu du fragment côté serveur et de récupérer ce rendu dynamiquement. Ça, c'est plutôt pas mal. Je me tarde celui-là. Selectorless Component. Alors, celle-là, c'est une indiscrétion qui est passée sur Twitter de Misco, je crois. Et donc, a priori, ce qui se cache derrière ce petit nom, c'est le fait d'utiliser les noms des classes de nos composants plutôt que des sélecteurs dans nos templates. Et ça ressemble un peu du React, plus en plus à React, cette affaire. C'est dingue. Voilà un petit peu les trucs qu'on a vus qui sont sur le point de débarquer dans les prochaines versions. Et vu le rythme auquel ils sortent des nouvelles versions et le contenu, je pense que ça risque d'arriver très très vite. Voilà, on est arrivé au terme. Merci beaucoup de votre attention. Et je crois qu'on a le temps de prendre des questions. Oui. Largement. Tout ce qu'on a expliqué, tout ce qui est slide et tout ça, c'est sur notre repo GitHub. Donc n'hésitez pas à voir.
On a mis des exemples simples pour la démo. On a passé plus de temps là-dessus parce que le contexte de notre application n'avait pas d'intérêt pour décrire un signal. Mais derrière l'application, sur un contexte un peu plus riche, vous le trouverez sur le repo. On a mis quelques exemples. Mais voilà. Et puis, si vous voulez faire des paris sur une course, allez-y. Encore merci. Merci beaucoup. Avez-vous des questions? Est-ce qu'il y a un micro? Est-ce qu'il y a des questions? C'était extrêmement clair. Je pense qu'on en est là. Hein. Ah, il y en a eu. Bonjour. Du coup, concernant les signaux, moi, il y a une grosse question que je me pose, toute bête, mais est-ce que, comme pour les observables, on va avoir une convention de nommage qui se dessine ou quelque chose qui permet de les identifier facilement? Eh ben, pour l'instant, il n'y a rien, effectivement. Et c'est juste, hein, la convention, elle a émergé avec NGRX, en fait. C'est avec eux. Parce qu'au début, il y avait que dalle aussi sur ArcGIS. On comprenait pas forcément. Je suis en train de manipuler quoi, déjà, là. Et oui, effectivement, je pense que ça va manquer. Mais, enfin, pareil, je pense que ça va émerger de la communauté. On n'en a pas parlé, en fait. Mais ils ont un nouveau mode dans leur gouvernance. Leur nouveau mode de fonctionnement, c'est d'essayer de récupérer les demandes de la communauté et de les arbitrer depuis la communauté. Donc, je pense qu'il y a peut-être un petit billet à mettre là-dessus dans les topics. Voilà, balancer un petit peu l'idée, je pense que ça vaut le coup. Eh bien, si c'est fini. Ok, ben, merci encore. Merci encore. Et bonne conférence.